4, 5 et 6. Donc on va commencer par l'exercice 3. Alors l'exercice 3, il est là. Donc on vous dit un rayon lumineux tombe sur la surface de séparation S de deux milieux. Il passe du milieu d'indice n égale 1,2 au milieu d'indice n égale 1,6. Il donne un rayon réfracté qui forme un angle de 60 degrés avec la surface S. Alors on vous demande, comme première question, de calculer l'angle d'incidence et aussi de représenter le rayon incident correspondant à ce rayon réfracté. Voilà. Alors exercice numéro 3. Alors donc vous avez une surface de séparation qui sépare deux milieux, un milieu d'indice N1 égale à 1,2 et un milieu d'indice N2 égale à 1,6. Alors le rayon incident, il est comme montré sur cette figure. Alors il se réfracte en passant, en traversant la surface de séparation. Donc le rayon, ce rayon-là incident en pénétrant dans le deuxième milieu, il se réfracte. Alors on vous donne l'angle entre le rayon réfracté et la surface de séparation ici qui vaut 60 degrés. Donc la question qu'on nous pose, on nous demande de trouver cet angle d'incidence ici, θi. Donc calcul de l'angle d'incidence et représentation du rayon incident correspondant à ce rayon réfracté. Alors donc ici on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent, c'est-à-dire des milieux présentant un indice N1 vers un milieu présentant un indice N2 supérieur à N1. On passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent. Alors ici c'est juste du gribouillage, d'accord, c'est un truc en plus, c'est pour vous montrer que quand on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent, l'angle de réfraction est toujours inférieur à l'angle d'incidence. Alors si on applique la loi de Snell-Descartes, on a N1 sinus θi, donc N1 sinus θi égale N2 sinus θt, sinus θt. Alors si on fait le rapport sinus θi sur sinus θt, donc c'est égal à N2 sur N1, ce qui donne sinus θi, ou bien sinus θi égale à N2 sur N1 sinus θt. Alors N2 est supérieur à N1, N2 est supérieur à N1, ce qui implique que le rapport N2 sur N1 est supérieur à 1. Ce qui veut dire aussi, puisque N2 sur N1 est supérieur à 1, cela veut dire que sinus θi est supérieur à sinus θt, tout simplement. Ce qui implique aussi que θi est supérieur à θt. Ça veut dire que quand on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent, l'angle de réfraction θt est toujours inférieur à l'angle d'incidence θi qui est ici. Les angles, bien évidemment, ils se mesurent toujours par rapport à la normale, θi, et ici c'est θt. Si maintenant N2 est inférieur à N1, ça veut dire on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. N2 sur N1 deviendra inférieur à 1, ce qui donnera sinus θi inférieur à sinus θt. Si sinus θi est inférieur à sinus θt, ça veut dire que θt est supérieur à θi. Alors nous, on se trouve dans le contexte de ce premier cas-là ici. D'accord, où N2 est supérieur à N1. N2 est supérieur à N1. Ça veut dire on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent. Donc l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence. D'accord. Alors maintenant, pour calculer l'angle d'incidence, il suffit d'appliquer la loi de Snell-Descartes.
Donc, en appliquant la loi de Snell-Descartes, donc on a N1 sinus θ i est égal à N2 sinus θ t. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le θ i. Donc, sinus θ i est égal à N2 sur N1 sinus θ t. Alors, θ t, on ne le connaît pas, mais on peut le trouver. Comment? En faisant la soustraction entre cet angle-là, qui est un angle droit, l'angle formé entre la surface de séparation et la normale qui est là, donc c'est un angle de 90 degrés, moins l'angle que forme le rayon réfracté avec la surface de séparation qui vaut 60 degrés. Donc θ t est égal à cet angle qui vaut 90 degrés, moins cet angle-là qui vaut 60 degrés. Donc θ t est égal à 30 degrés. Ce qui donne sinus θ i égale, donc il faut juste remplacer N2 et N1 par leurs valeurs respectives. Donc vous trouverez un sinus θ i qui vaut 0,67, ce qui donne un θ i qui est égal à peu près à 42,07 degrés. Donc l'angle d'incidence correspondant à cette réfraction, c'est θ i égale à 42,07 degrés. Alors maintenant, pour représenter le rayon incident, donc vous avez le rayon réfracté qui est là, il faut représenter un rayon de telle sorte à ce que ce θ i soit égal à cet angle-là. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, alors on nous dit un rayon lumineux passe de l'air d'indice n égale 1 vers l'eau d'indice n2 égale n33. Donc on passe de l'air vers l'eau. Bien sûr, vous avez un rayon incident se propageant dans l'air, ce rayon en pénétrant dans l'eau, présentant un indice de réfraction différent de celui de l'air, ce rayon il va subir une réfraction. Alors on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent, c'est clair que l'angle de réfraction sera inférieur à l'angle d'incidence. C'est comme ce qu'on avait fait tout à l'heure en résolvant la première question. Donc, la question qu'on nous pose, on nous demande de calculer l'angle de réfraction. Donc on nous donne l'angle d'incidence qui est égal à 65 degrés. Donc en fonction de cette incidence, on doit trouver la réfraction correspondant à cette incidence-là. Donc, même chose, il faut toujours appliquer la loi de Snell-Descartes. Donc vous avez N1 sinus θ i égale N2 sinus θ r. Donc N1 c'est l'indice du milieu incident, sinus θ i, le θ i c'est l'angle d'incidence, égale à N2 c'est l'indice du milieu de réfraction. Voilà, c'est l'indice de milieu de réfraction. Sinus θ r et θ r c'est l'angle de réfraction. Donc vous avez toujours cette égalité, conformément à la loi de Snell-Descartes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'angle de réfraction, donc θ r. Donc sinus θ r, il est égal donc à N1 sur N2 sinus θ i. Alors on note cette équation grand 1, on en aura besoin par la suite. Donc sinus θ r, ça va être égal à quoi? Donc N1 c'est 1, N2 c'est 1,33 et sinus 65 degrés. Donc θ r vaut 42,96 degrés. Donc θ r c'est l'angle de réfraction correspondant à cette incidence-là. Alors la deuxième partie de la question, on vous dit calculer l'angle limite de réfraction θl. Alors l'angle limite de réfraction. Alors ici, je précise bien que nous sommes dans un cas où on passe d'un milieu
moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Ça veut dire que l'angle de réfraction est toujours inférieur à l'angle d'incidence. Ça veut dire que dans cette situation où on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, nous avons toujours une réfraction. Il y a toujours réfraction quand on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent. Bien évidemment, θr est toujours inférieur à θi. Alors maintenant, si j'augmente cet angle, ici j'ai un angle de 65 degrés, j'augmente cet angle, par exemple, je choisis cette incidence. L'angle il se mesure par rapport à la normale, donc je choisis cette incidence. Alors cet angle-là, il va augmenter par rapport à θr, mais il sera toujours inférieur à l'angle d'incidence. Alors si j'augmente, donc l'angle de réfraction, il va aussi augmenter. Mais il y a une limite. Alors cette limite est atteinte lorsque l'angle d'incidence devient égal à π sur 2. C'est-à-dire j'ai un rayon d'incidence qui rase la surface. Mon rayon incident, il sera ici. Donc le rayon incident, il sera rasant. C'est-à-dire c'est un rayon qui va raser la surface. Alors pour cette incidence rasante, pour un rayon incident rasant la surface, comme ceci, pour une incidence rasante, j'aurai un angle de réfraction. Alors je ne peux pas avoir un angle de réfraction supérieur à celui que je vais obtenir avec cette incidence rasante. Parce que c'est la limite. Je ne peux pas avoir un angle d'incident supérieur à π sur 2, et par conséquent, je ne pourrai jamais avoir un angle de réfraction supérieur à celui que va donner cette incidence rasante. Donc, dans ce cas-là, l'angle limite de réfraction se calcule en considérant un angle d'incidence valant π sur 2. C'est-à-dire que le rayon incident, encore une fois, je répète encore une fois, l'angle d'incidence, le rayon incident doit être rasant. Rasant par rapport à la surface de séparation S. Donc l'angle d'incidence, c'est π sur 2. Donc pour cet angle-là, qui est le maximum d'incidence, entre guillemets, disons, qu'on peut avoir, j'aurai un angle limite de réfraction ici, qu'on va calculer. Donc pour un angle d'incidence de 90 degrés, c'est-à-dire lorsque le rayon incident rase la surface de l'eau, l'angle de réfraction atteint sa valeur maximale. C'est l'angle limite de réfraction. Alors sachant que sinus 90 degrés est égal à 1, donc en remplaçant dans la formule 1, c'est-à-dire celle-là, de toute façon c'est la même formule, c'est la loi de Snell-Descartes. On peut déterminer la valeur de l'angle limite de réfraction. Donc sinus θr, il sera égal à 1 sur 1,33. Ici l'angle d'incidence, c'est plus θi égale 65 degrés, mais c'est plutôt 90 degrés. Donc sinus 90 degrés. Ce qui donne θr égale à 48,75 degrés. Donc c'est l'angle de réfraction limite. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une plus grande réfraction que cet angle-là. La réfraction maximale, elle est donnée par cet angle-là, qui vaut 48,75 degrés. Et cet angle maximum de réfraction, on l'obtient en considérant une incidence rasante, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Pardon. Alors la troisième question, on nous dit, maintenant, le rayon lumineux passe de l'eau vers l'air.
que se passe-t-il si l'angle d'incidence est égal à 50 degrés? Alors on passe maintenant de l'eau vers l'air. Ça veut dire qu'on passe des milieux plus réfringents vers un milieu moins réfringent. Alors tout simplement, on nous demande de faire le chemin inverse. Tout à l'heure, on est passé de l'air vers l'eau. Là, on va passer de l'eau vers l'air. Alors, si je garde, si je respecte cet angle-là, alors, on passe de l'eau en respectant cet angle-là, c'est-à-dire θr égale 48,75 degrés. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une réfraction rasante. Alors, tout à l'heure, on avait une incidence rasante. On a obtenu un rayon réfracté qui est caractérisé par un angle de réfraction qui vaut 48,75 degrés. Là, je vais faire le chemin inverse. C'est-à-dire, je vais passer de l'eau à l'air en respectant cet angle-là, θr qui vaut 48,75 degrés. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une réfraction rasante. C'est-à-dire j'ai fait le chemin inverse que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais une incidence rasante. J'obtiens un rayon réfracté caractérisé par un angle θr qui vaut 48,75 degrés. Là, je vais faire le chemin inverse. Je passe de l'eau et je pénètre dans l'air d'une manière rasante. Voilà. Donc pour un angle de 48,75 degrés, j'obtiens mon rayon émerge dans l'air de manière rasante. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dépasse 48 degrés? C'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant, on considère un angle d'incidence égal à 50 degrés. C'est-à-dire, alors, tout en ne perdant pas de vue, qu'on passe de l'eau vers l'air, cette fois-ci. Alors là, on nous demande de considérer un angle d'incidence égal à 50 degrés. Alors, il suffit d'appliquer la loi de Snell-Descartes, donc n2 sinus θi égale n1 sinus θr. Alors maintenant, le milieu d'incidence c'est n2. Hein? Je suis ici. L'incidence c'est celle-là. n2 sinus θi égale n1 sinus θr. Le sinus θr, donc ça va être égal à n2 sur n1 sinus θi. Alors sinus θr, ça va être égal à quoi? Donc n2 c'est 1,33. n1, il vaut 1. Là, on nous demande de considérer un angle de 50 degrés. Sinus 50 degrés, il est là. Alors, si on fait cette opération, on obtient sinus θr supérieur à 1. Est-il possible, existe-t-il un sinus supérieur à 1? Ça n'existe pas. C'est un non-sens. C'est-à-dire, c'est insensé. Ce que j'ai mis ici, aberration. Une aberration, ça veut dire c'est insensé. Voilà. C'est quelque chose d'insensé. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il ne va pas y avoir de réfraction du tout dans ce cas-là, mais plutôt une réflexion totale. Parce que l'angle limite de réfraction, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était 48,75 degrés. Cet angle-là, on l'obtient avec une incidence rasante. Avec une incidence rasante. Voilà, on obtient cet angle-là en considérant une incidence pi sur 2, c'est-à-dire avec une incidence rasante. Ça, c'est l'angle maximum de réfraction. Maintenant, si je dépasse cet angle, je ne vais plus retrouver le fait que le rayon rase la surface, comme tout à l'heure. Parce que j'ai dépassé l'angle limite de réfraction. Donc, il ne va pas y avoir de réfraction dans ce cas-là, mais plutôt une réflexion totale. Alors, on passe à l'exercice 5 maintenant. Ensuite, je reviens sur l'exercice 4. Hein. Alors, exercice 5. Donc, on nous dit, une lame de verre
d'indice n et d'épaisseur E est plongée dans l'air. Donc une lame de verre, son indice c'est N2, donc cette lame elle est plongée dans l'air. Donc ici nous avons de l'air, N1 égale 1, N1 égale 1. De part et d'autre nous avons de l'air. Bien sûr N2 est supérieur à N1. Alors on nous dit un rayon arrive dans l'air, d'accord, un rayon arrive dans l'air sur la lame avec un angle d'incidence I1. Donc il y a un rayon incident qui arrive sur la lame au niveau du point I ici avec une incidence I1 par rapport à la normale qui est là. Alors on nous demande de montrer que le rayon émergent de la lame, c'est-à-dire celui-là, le rayon émergent de la lame, est parallèle au rayon incident. Donc on nous demande de montrer que ce rayon incident est parallèle à ce rayon émergent de la lame. Alors, donc, il y a un rayon incident qui arrive au niveau du point grand I, qui est ici, avec une incidence I1. Donc, ce rayon va pénétrer dans la lame. L'indice de réfraction, il n'est pas le même. Donc, le rayon, il va subir une réfraction. Alors, on passe des milieux moins réfringents vers un milieu plus réfringent. N2 supérieur à N1. Donc, l'angle de réfraction, I2, il va être forcément inférieur à I1. L'angle I2 est forcément inférieur à I1. Ensuite, ce rayon, il arrive ici, au niveau du dioptre de sortie. Alors ça, c'est le dioptre d'entrée, ça, c'est le dioptre de sortie. Donc ce rayon arrive à ce niveau, au niveau du point J. Alors cet angle-là, il est égal à celui-là, hein, I2. Alors cet angle, il va donc émerger de la lame, il va sortir de la lame pour pénétrer à nouveau dans l'air. Alors, l'angle ici, on le note et imprime. Parce que pour le moment, on ne sait pas est-ce que cet angle-là est égal à celui-là. C'est-à-dire, est-ce que ce rayon incident est parallèle à ce rayon émergent. Cet angle, on le note pour le moment et imprime. Parce que c'est ce qu'on nous demande de démontrer. On nous demande de démontrer que ce rayon incident est parallèle à ce rayon émergent. Alors un rayon lumineux donc, arrive avec une incidence I1 sur une lame à face parallèle et d'épaisseur E et d'indice N2. Alors il y a réfraction sur le dioptre d'entrée. Le rayon émergent du dioptre d'entrée, le dioptre d'entrée c'est celui-là. Le rayon émergent du dioptre d'entrée c'est celui-là. Fait un angle I2. Donc c'est cet angle-là, I2, avec la normale à la surface, telle que la loi de Snell-Descartes soit vérifiée. Donc la loi de Snell-Descartes, c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors là, je considère le dioptre d'entrée uniquement. Hein. Donc, on note cette équation, équation 1. Alors maintenant, ce rayon-là, il arrive sur le dioptre de sortie, avec la même incidence I2. Donc ce rayon-là, il arrive
au niveau du dioptre de sortie avec une incidence I2. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Ensuite, il va émerger de la lame pour pénétrer dans l'air. Donc la loi de Snell-Descartes, donc le rayon arrive sur le dioptre de sortie avec cette incidence I2 et ressort de la lame avec une incidence I' telle que donc N2 sinus I2. Donc je suis à l'intérieur de la lame, donc c'est N2 sinus I2. Ensuite, le rayon va pénétrer, va sortir de la lame pour pénétrer dans l'air. Donc c'est N1 sinus I'. Celle-là, c'est l'équation 2. Alors de 1 et 2, on en déduit quoi? L'équation 1, on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc on peut remplacer, N2 sinus I2 par N1 sinus I1. Et on obtient N1 sinus I1 égale à N1 sinus I1'. Ce qui veut dire que I1 est égal à I'. Par conséquent, le rayon émergent est donc parallèle au rayon incident. Voilà pour la première question. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Calculer le déplacement latéral qu'on note petit d subi par le rayon émergent suite à son passage de la lame. Regardez, donc si je reprends la lame, elle est là. Alors si vous comparez la direction du rayon émergent et la direction du rayon incident, ces deux directions ne sont pas superposées. Elles sont parallèles, mais ce sont deux directions différentes. Ce n'est pas la même direction. C'est-à-dire les deux directions ne sont pas collinéaires ou superposées. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon émergent a subi une déviation par rapport à la direction du rayon incident. Alors ça, c'est le rayon incident. Donc le prolongement de cette incidence, c'est ce que j'ai représenté ici. C'est ce que je vais représenter ici avec des pointillés. Donc ça, c'est le rayon incident. Donc la direction d'incidence, c'est ce que j'ai représenté ici avec des pointillés. Le rayon émergent, comme on le voit ici, sa direction n'est pas la même que celle-là. Le rayon émergent a subi une déviation par rapport à cette direction d'incidence. Donc ce que j'ai représenté ici avec des pointillés, c'est la direction d'incidence. Donc je répète. La direction du rayon incident n'est pas la même que la direction du rayon émergent. Il est vrai que ces deux directions sont parallèles, mais elles ne sont pas collinaires ou superposées. Le prolongement de la direction d'incidence, c'est ce que j'ai représenté ici à l'aide de pointillés, et là c'est la direction du rayon émergent. Donc la déviation, c'est cette distance-là qui est ici, D. D'accord, c'est cette distance perpendiculaire, hein? D'accord, perpendiculaire entre ce rayon émergent et la direction d'incidence. Donc le rayon émergent, il prend source à partir du point J. Voilà.
Donc on nous demande de calculer le déplacement latéral D subi par le rayon émergent suite à son passage dans la lame. Alors regardez, donc on a sinus I1 moins I2 égale à D sur IJ. Alors regardez, l'angle I1, c'est celui-là, et c'est aussi celui-là. Hein. Ça, c'est l'angle I1. Celui-là aussi, c'est l'angle I1. Ce sont deux angles égaux. Ils sont opposés par le sommet. Alors, si je fais I1, c'est cet angle-là, I1, moins I2. J'obtiens l'angle qui est ici. L'angle qui est là. Sinus I1 moins I2. Alors I1, donc je fais I1 moins I2. Donc j'obtiens cet angle-là, celui-là. Alors le sinus de cet angle, il est égal à quoi? Il est égal au côté opposé, qui est égal à IJ. Alors IJ, c'est aussi D, que divise l'hypoténuse qui est IJ. Alors ici, c'est I'. Hein? Donc le sinus de ce petit angle-là, il est égal au côté opposé, c'est I'J, donc c'est D, que divise l'hypoténuse qui est IJ. Donc c'est D sur IJ. Alors cosinus I2 maintenant. Le cosinus I2, il est égal à quoi? Le I2, il est là. C'est ça l'angle I2. Cosinus I2 est égal à OI, pardon. Cosinus I2 est égal à OI que divise IJ. C'est OI sur IJ. Le cosinus I2. C'est OI sur IJ. Alors OI, ce n'est rien d'autre. OI. OI, c'est l'épaisseur de la lame, petit e. Que divise IJ, qui est là. Donc IJ est égal à E que divise cosinus I2. Donc on remplace IJ par cette expression dans cette forme. Donc sinus I1 moins I2, ça va donner D cosinus I2 que divise E. Donc le déplacement latéral sera égal à E sinus I1 moins I2 que divise cosinus I2. Voilà pour l'exercice 5. Alors c'est pas la peine de continuer parce que sinon voilà, je vais vous compliquer les choses pour rien. Donc on s'arrête au niveau de cette relation. Voilà pour l'exercice 5. Alors maintenant on passe à l'exercice 6. L'exercice 4, je vais y revenir dessus. Hein.
Voilà, exercice 6. Alors, donc on vous dit, un observateur regarde un poisson dans un aquarium contenant de l'eau d'indice n égale 1,33. Donc vous avez un observateur qui regarde un poisson se trouvant dans un aquarium. Le poisson, il est là. C'est le point P. Alors, ici, c'est l'air, donc N2 égale 1. Ici, c'est l'eau, N1 égale 1,33. Alors, N1, N2, parce que l'incidence, elle va se faire à partir d'ici. La réfraction, elle se fera dans l'air. Alors, le poisson se trouve à la distance h égale 20 cm de la surface de l'eau. On vous dit à quelle distance h' de la surface de l'eau l'observateur voit-il le poisson? Et on vous demande de donner le résultat dans l'approximation des faibles angles. Alors, quand vous regardez quelque chose qui est immergé dans l'eau, un poisson ou bien une pierre, etc., vous avez toujours l'impression que l'objet que vous voyez est plus proche de la surface de l'eau qu'il ne l'est en réalité. Donc c'est l'objet de cet exercice. On nous dit à quelle distance h' de la surface de l'eau l'observateur voit-il le poisson. L'observateur ne voit pas le poisson, comment dirais-je, à sa réelle profondeur. D'accord? Il le voit à une profondeur. L'observateur aura l'impression que le poisson est plus près de la surface. Alors, ceci s'explique, bien évidemment. Regardez, donc vous avez le poisson qui est là. Vous avez cette incidence qui se fait comme ceci. D'accord? Il y a un rayon incident qui arrive au niveau de ce point. Donc, vous avez la normale. Ça, c'est l'angle I1, c'est l'angle d'incidence. Alors là, on passe des milieux plus réfringents vers un milieu moins réfringent. Ça veut dire que l'angle de réfraction sera supérieur à l'angle d'incidence. Pardon, donc le rayon réfracté sera comme ceci. Bien sûr, l'observateur se place ici, à ce niveau. Alors maintenant, réellement, le rayon incident, il vient à partir d'ici, du point où se trouve le poisson. Mais votre œil qui est là, ne va pas se casser la tête, même si un œil n'a pas de tête. Pour cet œil-là, le rayon ne vient pas d'ici, ensuite il se réfracte comme ça, etc. D'accord. Donc pour votre œil, le rayon, il ne vient pas d'ici, ensuite il se réfracte, ainsi de suite. Donc l'œil ne va pas se rendre compte de tout ce phénomène. Donc pour votre œil qui est là, le rayon émergent, celui-là, il vient directement d'ici. Il vient de ce point-là qui est P'. C'est pour ça que vous avez l'impression de voir le poisson proche de la surface. Ici. Donc l'observateur, il voit le poisson à cette surface-là. À cette profondeur-là, pardon, et non pas à celle-là. D'accord. Donc c'est ce qu'on nous demande de calculer. Donc l'observateur, il voit le poisson à cette profondeur-là, et non pas à cette profondeur ici, P. Alors donc on note cette distance-là, petit d, ici c'est l'angle I2, petit d, d'accord. C'est la distance séparant les deux normales ici. Voilà. Alors cette profondeur, on la note h perçu, c'est la profondeur à laquelle le poisson est vu par l'observateur. Et celle-là, on la note h réel, c'est la profondeur réelle du poisson. Et h perçu, celle-là,
c'est la profondeur à laquelle le poisson est vu par l'observateur. Donc P', c'est en fait l'image de P. Donc on suppose que les angles sont petits, c'est-à-dire sinus I1 égale tangente I1 qui est égale à I1, et sinus I2 égale à tangente I2 qui est égale aussi à I2. Donc la loi de Snell-Descartes nous dit que N1 sinus I1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc ça c'est le milieu d'incidence, ça c'est le milieu de réfraction. Ou bien, puisque sinus θi égale tangente θi, donc on aura N1 tangente I1 égale N2 tangente I2. Donc on note cette équation étoile. Alors à partir d'ici, tangente I1, ça va donner quoi? À partir de ce schéma-là, pardon, tangente I1, où est-ce qu'il est I1? Le I1, il est ici. La tangente de I1, c'est le côté opposé, c'est ce côté-là, donc D. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est H réel. C'est cette distance-là. Donc la tangente de I1, c'est D, c'est ce côté, c'est le côté opposé, c'est celui-là, que divise le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est cette profondeur-là, H réel, donc c'est D sur H réel. Tangente I2, le I2, il est là, l'angle I2. Cet angle, bien évidemment, cet angle, il est égal à celui-là. Alors, c'est la même direction. Et ces deux normales, ces deux directions, elles sont parallèles. Donc, ces deux directions, ce sont deux normales à la surface. Donc, c'est normal que cet angle-là soit égal à celui-là. Donc, tangente I2, c'est D, c'est le côté opposé, que divise le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui-là. C'est H perçu. On porte tout ça dans cette équation étoile. On obtient N1 D sur H réel égale N2 D sur H perçu. Tangente I2, c'est D sur H perçu. Tangente I1, c'est D sur H réel. Donc on aura N1 DH perçu égale N2 DH réel, ce qui donne H perçu égale à N2 sur N1 que multiplie H réel. Ce qui donne donc une profondeur qu'on note H perçu qui est égale à 15,04 cm. Donc vous voyez bien que l'observateur observe le poisson à une distance qui est à une profondeur qui est beaucoup plus proche de la surface par rapport à la profondeur réelle où se trouve le poisson. Donc voilà, pour l'exercice 6, j'espère que j'ai été assez clair. Alors maintenant, on passe à l'exercice 4. L'exercice 4, donc il est là. Alors, exercice 4. Donc on nous dit, on fait flotter sur l'eau un bouchon circulaire mince, opaque, de rayon R égale à 5 cm, portant en son centre une aiguille plongeant verticalement dans l'eau. Alors on nous pose la question suivante. Quelle doit être la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe, même si on regarde à ras de la surface de l'eau? Alors, donc nous avons un bouchon, ici, d'accord, de centre O. Alors, à partir de ce centre est suspendue une aiguille
une aiguille qui plonge verticalement dans l'eau. Alors on nous dit que ce bouchon est opaque. Un bouchon opaque, ça veut dire qu'il n'est pas transparent à la lumière. Alors on nous donne le rayon du bouchon. C'est R, c'est celui-là, il est là. Alors maintenant la question qu'on nous pose. On nous dit quelle doit être, donc comprenez bien la question, quelle doit être la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe, même si on regarde à ras de la surface de l'eau. Alors on peut reformuler la question autrement. On peut dire quelle doit être la longueur minimale de l'aiguille pour qu'on puisse voir sa pointe si on regarde à ras de la surface de l'eau. Ça veut dire qu'il y a une longueur minimale de l'aiguille qui permettra de voir sa pointe si on regarde à ras de la surface de l'eau. Au-delà de cette longueur minimale, bien évidemment, elle sera toujours visible. Mais en deçà, même si on se place à ras de la surface de l'eau, la pointe de l'aiguille ne sera pas visible. J'espère que j'ai été clair. Donc il y a une longueur, je répète, il y a une longueur minimale de l'aiguille qui permet de voir sa pointe si on regarde à ras de la surface de l'eau. C'est-à-dire si on se place ici, on regarde à ras de la surface de l'eau. Si cette longueur minimale est dépassée, c'est clair que la pointe de l'aiguille sera visible, mais en deçà de cette longueur, la pointe, elle ne sera pas visible. Donc on nous demande de trouver cette longueur-là minimale qui permettra de voir la pointe de l'aiguille en regardant à ras de la surface de l'eau. D'accord, donc cette question peut être reformulée, peut être formulée autrement. Au lieu de dire quelle doit être la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe même si on regarde à ras de la surface de l'eau, on dit quelle doit être la longueur minimale de l'aiguille pour qu'on puisse voir sa pointe si on regarde à ras de la surface de l'eau. Donc voilà. Alors maintenant, l'incidence, elle va se faire à partir d'ici, hein, à partir de l'eau. Donc l'aiguille va devenir une source secondaire de lumière. C'est l'aiguille, c'est la pointe de l'aiguille qui est là. On ne connaît pas pour l'instant sa longueur, mais on suppose que la pointe est ici. C'est cette pointe-là qui va émettre de la lumière, ensuite qui va se transmettre dans le deuxième milieu qui est ici. Alors on nous dit, on regarde à ras de la surface de l'eau. Ça veut dire que l'observateur, il est ici. On regarde à ras de la surface de l'eau, comme ceci. Ça veut dire que le rayon émergent, alors pour que votre œil puisse distinguer cette pointe, il est clair qu'il doit y avoir un rayon émergent rasant, puisque vous regardez à ras de la surface de l'eau, pour que votre œil capte ce rayon et ainsi percevoir la pointe de l'aiguille qui est ici. Alors, donc on a ici réfraction rasante, la loi de Snell-Descartes. Donc on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. On regarde à ras de la surface de l'eau, c'est-à-dire I2 égale pi sur 2. Cet angle-là, il est égal à pi sur 2. Parce qu'on se place à ras de la surface. Et pour voir cette aiguille, cette pointe-là, il faut que votre œil capte le rayon émergent qui prend source à partir de cette pointe. Voilà le rayon, ensuite il émerge de manière rasante. Donc cet angle, il doit valoir
pi sur 2, parce qu'on regarde à ras de la surface et votre œil, pour qu'elle puisse voir cette pointe, elle doit capter le rayon qui prend source à partir de la pointe. Pour que votre œil capte ce rayon justement, il faut que la réfraction soit rasante. Donc l'angle ici, il doit valoir pi sur 2. I2 égale pi sur 2. Alors I2 égale pi sur 2. Sinus I2 c'est égal à 1. N2 il est égal à 1. N2 est égal à 1. Donc on aura 1 égale N1 sinus I1. Ça veut dire que sinus I1 est égal à 1 sur 1,33. Alors ce qui va donner I1 égale à 48,75 degrés. Pardon. Donc I1 sera égal à 48,75 degrés. Voilà. Donc pour que votre œil puisse observer cette pointe, l'incidence doit se faire nécessairement en respectant l'angle I1. Parce que c'est cet angle-là, I1, qui permet d'avoir une réfraction rasante, et donc le rayon il sera capté par votre œil, et ainsi la pointe elle sera visible. Alors maintenant, il ne faut pas perdre de vue la question qu'on nous pose. Quelle doit être la longueur minimale de l'aiguille pour que la pointe soit visible si on regarde à ras de la surface de l'eau? Alors si on est ici, si on est par exemple, alors ça veut dire la longueur minimale, comment la trouver? Alors je dois trouver l'emplacement d'un point. Ce point-là, il représente la pointe de l'aiguille. Je dois retrouver l'emplacement d'un point qui va donner une incidence en fonction de I1 et qui doit tomber juste à la limite, ici, entre le bouchon et la surface de l'eau, pour pouvoir observer la pointe de l'aiguille. Donc, si je retrouve ce point, j'aurai trouvé la longueur minimale de l'aiguille, pour qu'on puisse voir sa pointe si on regarde à ras de la surface de l'eau. Alors il existe un seul et unique point qui va me donner une incidence en fonction de I1 et qui va en même temps tomber juste à la limite entre le bouchon et la surface de l'eau, pour avoir une réfraction rasante comme ça et ainsi pouvoir observer la pointe. Donc il faut que je retrouve l'emplacement de ce point-là sur cette verticale. C'est ça qui va me donner la longueur de cette aiguille. Alors si je me place ici, regardez, si on se situe au-dessus de A, alors je suppose que ce point-là il est là, hein? Si on se situe au-dessus de A, c'est-à-dire ici, au niveau du point A, et que je respecte la même incidence, I1, est-ce que je vais voir l'aiguille? Non, parce qu'ici, le rayon incident, il tombe sur le bouchon, lequel bouchon est opaque. Donc, toute la lumière sera réfléchie. Donc, l'aiguille sera invisible. C'est ce que je dis ici, hein? Sachant que le bouchon est opaque, il n'y aura aucune transmission. L'aiguille est alors invisible car toute la lumière sera réfléchie. Alors, toujours au niveau du point A1. Si maintenant l'angle est supérieur à I1, voilà le point A1. Alors l'angle est supérieur à I1. Je suis ici. Alors tout à l'heure j'étais là. L'angle c'est I1. Là l'angle c'est I1'. Je prends un angle supérieur à I1. Alors là je vais avoir une transmission. D'accord, je vais avoir une transmission, mais est-ce que l'aiguille elle sera visible?
l'aiguille elle ne sera pas visible. Pourquoi? Parce que même ici, je vais avoir une réflexion totale. Même si je suis à la limite entre le bouchon et la surface de l'eau. Parce que d'après la relation étoile qui est ici, voilà, déjà pour un angle I1, d'accord, j'obtiens un sinus I2 égale à 1 pour avoir pi sur 2. Maintenant, si l'angle est supérieur à I1, ça veut dire que le sinus il sera supérieur à 1. Et ça n'existe pas. Donc, il va y avoir aussi, réflexion totale. Donc, c'est ce que je fais ici. Le sinus I2, si je respecte l'angle ici I1' supérieur à I1, le sinus I2 il va être supérieur à 1. Et ça n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir de réfraction dans ce cas, donc ça va être une réflexion totale. Alors maintenant, toujours, au point A1, donc je suis ici au point A1, si maintenant l'angle est inférieur à I1, ça veut dire que je vais basculer de ce côté, c'est-à-dire que je vais me rapprocher de cette normale-là. Là, I1' est inférieur à I1. Je tombe sur le bouchon qui est opaque, donc réflexion totale. Alors maintenant, au-delà du point A, le point A qui est là, par exemple, je me trouve ici à A1', sur la même verticale. Par exemple, ici. Donc, pour avoir une réfraction rasante, il faut que je respecte une incidence I1. Donc, je prends une incidence I1. Là, je vais avoir une incidence rasante. Donc, mon œil pourra distinguer cette pointe qui est là. Donc, l'aiguille sera visible. Si l'angle d'incidence devient supérieur à I1, donc l'aiguille sera invisible parce que le sinus sera supérieur à 1 et donc il y aura réflexion totale. Si on garde une incidence I1, l'aiguille sera visible pour tout point au-delà du point A. Voilà. Donc pour tout point, donc la longueur minimale de l'aiguille pour qu'on puisse voir sa pointe, si on regarde à ras de la surface de l'eau, c'est OA. Maintenant, il faut trouver cette longueur, bien sûr. D'accord. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il existe un seul et unique point qui va me donner une incidence en fonction de I1 et qui tombera à la limite entre ce bouchon et la surface de l'eau pour ainsi avoir une réfraction rasante et ainsi pouvoir distinguer cette pointe. Maintenant, il faut trouver l'emplacement de ce point. Où est-ce que ce point doit se placer pour pouvoir avoir ça? C'est-à-dire une incidence en fonction de I1 et qui doit tomber aussi en même temps à la limite entre le bouchon qui est opaque et la surface de l'eau. Voilà. Donc la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe, même si on regarde à ras de la surface de l'eau, est OA. Donc la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe, même si on regarde à ras de la surface de l'eau. Longueur maximale pour qu'on ne puisse pas voir. Ça veut dire si on dépasse cette longueur, on va voir cette pointe. Voilà. Donc l'aiguille, elle sera visible pour tout point au-delà du point A. Alors calcul de OA. Donc la relation étoile. La relation étoile, où est-ce qu'elle est? La relation étoile, elle est là. Donc on a 1 égale, elle est ici aussi, donc 1 égale N1 sinus I1.
I1 égale N1, c'est 1,33 sinus I1. Donc j'ai le sinus I1 qui est égal à R sur AI. D'après le schéma qui est ici. Sinus I1 sinus I1, il est égal au côté opposé, donc c'est R, c'est le rayon du bouchon, c'est ce R là, donc c'est R sur AI qui est l'hypoténuse. Voilà, c'est R sur AI, ce qui donne R sur AI, c'est la racine carrée de OA carré plus R carré. AI, c'est la racine carrée de R carré plus OA carré. Il faut appliquer Pythagore. Ça, c'est un triangle rectangle. D'accord, donc AI est égal à R carré plus OA carré. C'est R carré plus OA carré, bien sûr, la racine. Donc on a deux équations, sinus I1, donc c'est 1 sur 1,33, d'après cette relation. Sinus I1, d'après cette relation-là, c'est R sur la racine de R carré plus OA carré. Donc on fait l'égalité entre ces deux relations. Donc cette quantité est égale à celle-là. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc on élève au carré. On élève au carré. Donc on aura R N33 égale à R carré plus OA carré. Donc on élève au carré. Donc N33 au carré qui multiplie R carré est égal à R carré plus OA carré. Ce qui donne OA carré égale à R carré qui multiplie N33 carré moins 1, on prend R carré comme facteur, et on trouve OA égale à 4,38 cm. Donc ça, c'est la longueur minimale de l'aiguille. Pour qu'on puisse voir sa pointe, si on regarde à ras de la surface de l'eau, ou bien c'est la longueur maximale de l'aiguille pour qu'on ne puisse pas voir sa pointe, même si on regarde à la surface de l'eau. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous trouvez des difficultés à assimiler tout ça, vous pourrez toujours poser vos questions une fois qu'on se verra en présentiel.